Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur les chaînes parlementaires pour cette édition spéciale au lendemain du premier tour des législatives qui ont vu le Rassemblement national arriver en tête, suivi du nouveau Front populaire. Le camp présidentiel est troisième, un scrutin marqué par une forte participation. On va revenir sur les enseignements de ce premier tour et la projection sur le second tour. Le Rassemblement national sera-t-il en mesure d'obtenir une majorité absolue? La gauche appelle au désistement de ses candidats arrivés troisième. Qu'en sera-t-il du camp présidentiel où la consigne est un peu plus floue? Ces législatives, elles font bien sûr la une de la presse régionale. On va regarder quelques-uns de vos journaux régionaux. Le RN aux portes du pouvoir, c'est le titre qui revient le plus souvent ce matin dans la presse régionale. Et on va voir les résultats en région tout au long de ces 2 heures. On sera à Montpellier, à Rennes, à Nice, à Nancy avec les rédactions de la presse régionale. On retrouvera également nos envoyés spéciaux sur les terres de François Hollande à Tulle, d'Éric Ciotti à Nice et à Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord. C'est la circonscription de Fabien Roussel. Dans 1 heure, le débat politique avec les 4 représentants des 4 principales forces. Mais d'abord, l'analyse de nos experts avec Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Pierre Jacquemin. Bonjour Pierre. Merci bonjour, également d'être là. Rédacteur en chef de Politis. Et Olivier Roucan. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous, politologue et constitutionnaliste. Avant de vous entendre, messieurs, on va regarder les grands enseignements de ce scrutin et les réactions politiques avec Audrey Vétaz. Hénin Beaumont exulte. Il est 20h, le fief de Marine Le Pen découvre que le Rassemblement national domine ce premier tour. Plus de 33% des suffrages, devant le nouveau Front populaire à près de 28%. Le camp présidentiel est troisième avec 20,76% des suffrages. Un score clarifié par une participation massive. 66% des Français se sont rendus aux urnes. Une première depuis 40 ans. J'espère que Marine Le Pen avec Jordan Bardella va relever la France. Marine Le Pen, réélue dès le premier tour, a quant à elle les yeux rivés sur le second. En démocratie, rien n'est plus normal et sain que l'alternance politique. Pour entamer cette alternance, pour conduire les réformes dont le pays a besoin, il nous faut une majorité absolue pour que Jordan Bardella soit dans 8 jours nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Du côté de l'actuel Premier ministre, le ton est grave. En troisième position, relégué dans plusieurs circonscriptions au rôle d'arbitre, le camp présidentiel a perdu son pari. À titre personnel, Gabriel Attal est arrivé en tête dans les Hauts-de-Seine, mais l'heure n'est pas aux réjouissances. Ce soir n'est pas un soir comme les autres. Vous me connaissez, je n'irai pas par 4 chemins. La leçon de ce soir, c'est que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Notre objectif est clair. Empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité absolue au second tour et donc de gouverner le pays avec le projet funeste qui est le sien. Visage grave, fermé à gauche aussi à 20h. Parmi les surprises, Fabien Roussel, le leader du Parti communiste, est battu dans le Nord. Mais le nouveau Front populaire tient bon. C'est une très lourde défaite du président de la République. Dimanche prochain, ce sera l'extrême droite ou le nouveau Front populaire qui dirigera ce pays. Rien n'est fait, rien n'est acquis aujourd'hui, c'est un premier tour. Et pour se remobiliser, la gauche se montre une nouvelle fois unie, entourée de plusieurs milliers de manifestants, place de la République à Paris, comme pour se donner l'énergie de repartir au combat. Et on va revenir sur les grands enseignements de ce scrutin avant de les détailler camp par camp. Yves, ces législatives d'hier, elles ont marqué la confirmation du vote des Européennes? Oui, d'ailleurs, sans surprise, d'une certaine façon, parce que cette décision de dissoudre l'Assemblée en laissant entendre vous vous êtes trompé, revotez et puis corrigez votre tir était une illusion totale, quoi. C'était évident que les électeurs allaient confirmer à 3 semaines d'écart leur vote. Moi, ce que je retiens surtout hier soir, la grande leçon d'hier soir, c'est le rejet, plus que jamais, du président de la République. Parce que c'est ça qui a motivé ce vote. Si vous ajoutez, et c'est un rapprochement audacieux, mais si vous ajoutez les voix du Rassemblement national à ceux du nouveau Front populaire, vous arrivez quoi à 65% de refus du président de la République. C'est énorme, énorme. Et c'est la détestation du président de la République qui motive et qui justifie ce vote. Pourquoi je continue là-dessus?
parce que personne, évidemment, n'a eu le temps de se jeter dans les programmes. Les programmes ne sont ni faits ni à faire, ils sont d'une improvisation totale, les uns comme les autres, d'ailleurs, y compris celui du gouvernement sortant. Et donc, les gens se sont... c'est plus un vote, si vous voulez, d'émotion, me semble-t-il, même s'il y a de l'adhésion dedans, je ne le nie pas, un vote tout à fait raisonné. En tous les cas... Aujourd'hui, on peut dire que les appels de messieurs Attal et autres de la majorité pour faire des majorités de projets, mais c'est à se taper le coquillard. On va parler de ces coalitions. Commis, vous êtes d'accord avec Yves, Pierre, le scrutin d'hier, c'est le rejet d'Emmanuel Macron ? Oui, mais j'ai envie de dire aussi que c'est la volonté du parlementarisme, c'est-à-dire qu'on a vécu une hyper-présidentialisation sous Emmanuel Macron, donc évidemment il y a un rejet d'Emmanuel Macron, mais quand même le taux de participation qui est exceptionnellement élevé montre que les Français s'intéressent aux législatives quand elles ne sont pas corrélées à l'élection présidentielle. Et en cela, la démonstration qu'ont fait les Français hier peut laisser entendre qu'effectivement il y a une volonté d'un Parlement fort avec la compréhension des enjeux aussi de ces législatives. Donc certes, le temps a été court, certes on peut interroger le caractère démocratique d'une élection qui s'organise aussi rapidement avec peut-être effectivement une absence de lisibilité des programmes des uns et des autres par les Français, même si je pense qu'ils savent pourquoi ils ont voté et pour qui ils ont voté. Mais avant tout, je note ça. Après, il y a la confirmation que le bloc effectivement de Marine Le Pen est un bloc solide. Pas de progression majeure, une progression majeure quand même depuis 2022 parce qu'ils triplent parfois leur score, c'est quand même pas rien, ils sont passés de 5-6 millions de votants aux législatives à 13 millions de votants aujourd'hui, c'est à peu près les scores que Marine Le Pen avait fait en 2022, donc c'est quand même assez élevé. La question, c'est est-ce qu'il y a une réserve de voix ? Est-ce qu'ils ont la possibilité d'aller plus loin la semaine prochaine ? C'est moins sûr, on va en reparler tout à l'heure. Ça va être la question des désistements républicains qui va faire l'élection. Il y a 2 élections. Il y a eu une élection jusqu'à la semaine dernière. Cette semaine s'ouvre une autre page. Oui, on va parler de cet entre-deux tours. Est-ce qu'hier, on a eu, finalement, avec ces législatives qui se déroulaient à mi-mandat et non dans la foulée de la présidentielle, est-ce qu'on a eu un réflexe de vote national plutôt que de vote local ? C'est un vote d'étiquette hier ? Je pense que d'abord, c'est... la réussite, si réussite d'un coup présidentiel il y a, c'est celui de la mobilisation. La dramatisation a fonctionné quelque part. Alors ensuite, il me semble quand même que, en effet, en 15 jours, il est difficile pour un électeur de se repérer véritablement sur le plan idéologique et sur le plan encore plus des propositions précises. Donc on se détermine en fonction de globules d'informations assez vagues. Alors, est-ce que c'est un vote national par définition ? Oui, ce sont des législatives. Ceci dit, pour le Rassemblement national, il y a souvent une équation locale législative. Est-ce que là, le réflexe d'étiquette a joué plus que l'équation locale ? Je pense que ce qui se produit, c'est la domestication par le RN du mode de scrutin majoritaire à 2 tours des législatives. Il y a un ancrage désormais dans les circonscriptions. Des députés inconnus en 2022 qui avaient été élus, si on prend l'exemple des Pyrénées-Orientales, retrouvent quasiment leur position dès le premier tour. On a même une élue au premier tour là-bas, Rassemblement national. Donc, est-ce que c'est une élection sur étiquette ? L'étiquette est floue malgré tout. Les programmes sont moyennement compris à mon avis. Mais on comprend quand même, en gros, pour les lecteurs moyens, la différence, évidemment, entre le NFP, le Rassemblement national et Ensemble. Donc oui, il y a une nationalisation de ce scrutin. Mais moi, ce que je remarquerai, c'est désormais une institutionnalisation, un ancrage territorial pour le Rassemblement national. On va faire le point sur les résultats bloc par bloc avec Alex Poussard qui va nous rejoindre pour faire le point sur ces résultats. Et Alex, rejoignez-nous et je vous rejoins également. On va évidemment commencer, Alex, par le grand vainqueur de ce scrutin, le Rassemblement national. Et oui, le RN qui a élu 38 députés dès le premier tour. C'est une première pour l'extrême droite dans l'histoire de la Ve République. Alors parmi les candidats RN qui ont obtenu plus de 50% des suffrages, il y a d'abord Marine Le Pen, réélue dans le Pas-de-Calais avec plus de 58% des voix. L'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, est lui aussi réélu très largement avec
avec 58,3% des suffrages. Edwige Diaz, vice-présidente du Rassemblement national, est réélue en Gironde avec plus de 53% des voix. Parmi les autres cadres du parti qui ont été réélus hier soir, dès le premier tour, on peut citer Julien Audoul dans le département de l'Yonne qui a tout juste passé la barre des 50%. Également Philippe Ballard, réélu dans la deuxième circonscription de l'Oise avec plus de 53% des voix. Et puis Laure Lavalette, la porte-parole du Rassemblement national, réélue députée de la deuxième circonscription du Var avec plus de 50% des voix. Et puis on va parler également de Nicolas Dupont-Aignan. Et oui, Nicolas Dupont-Aignan, le patron du parti Debout la France pour la droite souverainiste, eh bien, il se retrouve dans une triangulaire. Il arrive en deuxième position dans sa circonscription de l'Essonne avec près de 33% des voix. Derrière le candidat du nouveau Front populaire. Et puis en troisième position, le président LR du conseil départemental de l'Essonne, François Durovray, qui a obtenu plus de 27% des voix. Merci Alex. À tout à l'heure. On va commencer en parlant de Marine Le Pen, symbole. Marine Le Pen, évidemment, de la réussite de la vague RN et de ce score historique, Yves, pour le Rassemblement national. Oui, on voyait venir et on voyait poindre cette progression depuis longtemps maintenant. Hein. Ça fait quand même très longtemps que le Rassemblement national a cette dynamique, il ne cesse de progresser, il ne cesse de monter. Sa stratégie de dédiabolisation et de recentrage apparemment fonctionne auprès des électeurs, puisque moi je suis de ceux qui pensent qu'elle peut avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. En tous les cas, elle est en position effectivement, son parti est en position d'occuper le pouvoir législatif et y compris le pouvoir exécutif à Matignon. C'est assez. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que le Rassemblement national et le Front national avant lui s'est toujours battu contre le mode de scrutin majoritaire à deux tours. Or, c'est ce scrutin qui aujourd'hui lui permettrait d'arriver au pouvoir. C'est aussi tout le génie du président de la République d'avoir fait rentrer la 4e République dans la 5e. C'est quand même assez extraordinaire. En tous les cas, c'est la démonstration que le mode de scrutin ne peut ne pas être un obstacle pour des formations qui, à l'origine, n'étaient pas très importantes et qui étaient plutôt assez clivantes. Alors là, aujourd'hui, le Rassemblement national s'est ripolliné, s'est acheté une nouvelle conduite, présente un nouveau visage, et apparemment, les électeurs en France avaient envie de tester, ont peut-être envie de tester un parti qui n'a jamais occupé le pouvoir. C'est ça aussi, c'est sa virginité. Ça, c'est vous qui le dites qu'il n'a jamais occupé le pouvoir. Pardon ? C'est vous qui le dites qu'il n'a jamais occupé le pouvoir. Non, mais la droite à laquelle ils sont les héritiers d'une droite qui a quand même gouverné ce pays. La France de Pétain, c'est quand même... Non, mais d'accord, mais restons raisonnables et restons dans la 5e République. Dans la 5e. S'il vous plaît, moi, j'ai pas vu de pétinistes, là, parmi le Rassemblement national, il y en a peut-être, hein. Mais là, j'essaye de faire quelque chose, d'avoir un propos à peu près sensé, et voilà, ils ont complètement changé de braquet. Et Olivier, on l'a vu dans les résultats avec Alex Moussard, il y a des députés sortants qui sont réélus dès le premier tour. Est-ce que c'est aussi la preuve d'un ancrage local réussi pour le Rassemblement national? Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il y a à la fois la domestication du mode de scrutin, mais cela se fait par un ancrage, une présence dans les circonscriptions. Ils ont saisi l'occasion du résultat un peu surprenant et inespéré pour eux de 2022. Les députés élus dans les circonscriptions se montraient, ils ont été de plus en plus invités dans les manifestations de la société civile. Et donc tout ceci leur permet sans doute pour certains. Alors, au-delà de ça, il y a évidemment, ce n'est pas qu'un ancrage de présence territoriale, c'est aussi un ancrage idéologique. Il faut quand même bien voir les choses. Il y a une acceptation aujourd'hui plus importante d'un fond idéologique du Rassemblement national. Alors, certes, qui a évolué, qui s'est un peu lissé, mais enfin, qui reste quand même très saillant sur des questions identitaires. On l'a vu encore pendant cette campagne avec la question des binationaux et ces débats autour du droit de sol. Il faut faire le constat aujourd'hui, lorsqu'on dit vote d'adhésion, bien que cela passe par le fait que de plus en plus de Français, sur ces questions,
sans dire qu'ils valident tout, mais sont en mesure d'accepter la rhétorique du Rassemblement national. C'est un changement pour notre pays assez idéologique, assez profond qu'il faut étudier. Pierre, est-ce que le plus dur commence désormais pour le Rassemblement national? Il devrait y avoir plus de 300 triangulaires qui ne devraient pas rester en l'état puisqu'il y a des consignes de désistement à gauche et dans la majorité présidentielle. Il va être compliqué cet entre-deux-tours pour le RN? Il risque d'être très compliqué, c'est certain. On va voir quel sera l'état justement de ce désistement républicain. La gauche a été très claire là-dessus. Sur les 105 circonscriptions où ils sont en situation de se maintenir dans le cadre du second tour, il y a un appel au désistement. Reste à savoir ce que les macronistes vont faire. Mais pour ceux qui sont troisième et là où le RN est en tête. Exactement. Sur le Rassemblement national, on l'a entendu souvent, Yves vient de le dire, souvent les Français font le choix du Rassemblement national en se disant on n'a jamais essayé. Je disais, certes, je vais peut-être trop loin, je parlais de la France de Pétain, mais il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. On sait ce que vaut une mairie, une municipalité gérée par un élu du Rassemblement national. Les amis de Marine Le Pen qui dirigent des pays comme l'Argentine, on sait que les premières victimes, ce sont les femmes, les pauvres, les étrangers, des politiques des amis de Madame Le Pen. Ça fait à peine un an que Monsieur Javier Milei a été élu. Le pays est en proie à la pauvreté. Javier Milei, c'est un très mauvais exemple. Le pays est en proie à la pauvreté. La moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les amis de Madame Le Pen, Monsieur Orban, pareil. Si non, mais Orban, je veux bien, mais pas Milei. Si vous voulez, Milei, c'est tout le contraire. C'est Macron. C'est Macron puissance 15. Mais c'est pas vrai. C'est un libéral. C'est un libéral, elle est tout sauf libérale. Marine Le Pen, elle est devenue quoi si elle fait un accord avec Monsieur Ciotti? Vous croyez que c'est quoi le programme le politique de Marine Le Pen? Il faut arrêter d'expliquer que Madame Le Pen est devenue sociale. Madame Le Pen a une volonté d'éradiquer l'État-providence, d'éradiquer ce que sont les politiques sociales. Entendez bien ce qu'elle a dit, Marine Le Pen, encore une fois hier. Elle a dit les droits sociaux, vous les aurez quand on aura réassaini les finances de la France. Je veux bien qu'on fasse des comparaisons, mais il faut que les comparaisons soient pertinentes. Milei, il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Milei, c'est très simple, c'est un libéralisme porté au maximum, même aux États-Unis, vous n'avez pas ça. Et ce libéralisme, alors on peut le critiquer ou pas, mais Milei, il a coupé toutes les aides sociales. Est-ce que Mme Le Pen est comme ça? Non, Mme Le Pen, pour moi... Tous les amis de Mme Le Pen ont fait la démonstration. C'est un national-socialiste. Mais tous les amis de Mme Le Pen l'ont fait. Les aides sociales ont été coupées en Italie du Sud. C'est une catastrophe. Mme Meloni a supprimé toutes les aides sociales, ce qu'on appelle chez nous le RSA, par exemple. Donc, je veux dire, c'est la matrice même de ces gens que l'on dit d'extrême droite. Et on ne dit pas qu'ils sont d'extrême droite pour rien. C'est qu'il y a une matrice, il y a une ADN qui les lie tous, c'est la haine des étrangers et c'est la fin de l'État-providence. Et c'est Marine Le Pen qui nous l'explique encore une fois hier. Il faut bien tendre l'oreille quand elle le dit. Et d'ailleurs, depuis quelques semaines, c'est ce qu'on entend de la part de Jordan Bardella qui nous explique qu'il renonce à tout parce que de toute façon, s'il devait gouverner le pays, il retrouverait le pays dans un état de financier tel que ça ne lui permettrait pas de financer les politiques sociales qu'il a présentées devant les Français. Elle a un peu coupé pour ça. Elle a dit aucun Français ne perdra le droit. Par ailleurs, vous avez raison de poser la question, est-ce que ça va être dur ou pas dur? Parce que Yves, tout à l'heure, faisait un calcul pour dire combien la France détestait Emmanuel Macron, et c'est très juste, mais on peut prendre les chiffres dans un autre sens. Il y a quand même 33% des Français qui ont voté pour Marine Le Pen. On peut se dire qu'il y a 66% de Français, un peu plus, qui rejettent le projet de Marine Le Pen et de ce petit camarade. Donc oui, le plus dur reste à faire. On sait qu'il y a une tradition en France qui tend effectivement un tout petit peu à disparaître, même s'il y avait plusieurs millions de Français qui sont descendus dans les rues de France en 2002 quand le visage de Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour et qu'aujourd'hui les collectifs, la gauche peinent un peu à mobiliser, même si hier encore une fois il y a eu des mobilisations un peu partout en France pour dire le rejet de Marine Le Pen. Mais voilà, on sent quand même que, y compris chez Emmanuel Macron, il y a cette volonté. On savait qu'hier soir, les collaborateurs d'Emmanuel Macron ont travaillé circonscription par circonscription. Et ce qui était impensable hier peut devenir pensable aujourd'hui. C'est-à-dire que même la France insoumise pourrait devenir un allié objectif des amis de M. Macron s'il s'agit pour eux de faire battre un élu de l'extrême droite. C'est pas exactement le discours qu'on a entendu dans la majorité. Édouard Philippe, il dit ni Rassemblement National ni LFI. Gabriel Attal, il dit pas une voix à l'extrême droite, mais on va
va soutenir ceux qui sont dans notre champ de valeurs. Oriane, Gabriel Attal, il nous explique qu'il peut possiblement faire un accord politique de gouvernement avec le nouveau Front Populaire. S'il veut avoir la majorité demain, il ne peut pas se passer du principal groupe de gauche qui fait partie du nouveau Front Populaire, c'est-à-dire la France Insoumise. Donc il ne faut pas se raconter des histoires. Il ne faut pas nous dire il veut une majorité nouvelle avec la gauche et en même temps exclure le principal parti de gauche. Ça n'a pas de sens. Olivier, il va y avoir un problème de réserve de voix pour le Rassemblement national et de désistement, ce front républicain qui est en train de se créer. En tout cas, c'est ce que demandent les états-majors. Oui, alors d'abord, il faudra voir, on le saura mardi, la réalité de ces désistements et de ce front républicain qui est quand même aujourd'hui difficile à comprendre pour les électeurs parce que justement, les frontières ont été assez brouillées, et, y compris au sein de la majorité, ne parlons même pas d'LR. On ne sait plus trop quelle est la réalité de ce front républicain et je pense que beaucoup d'élus pensent au municipal à venir. C'est quand vous avez un RN qui arrive devant dans plus de 290 circonscriptions en tête électoralement pour la suite, je veux dire, les élus des partis classiques se posent des questions. Donc le Front républicain, il y a un gros point d'interrogation. Et puis sur les réserves de voix, donc je commence à en parler là, les réserves de voix du RN, évidemment, elles sont, semble-t-il, je dis bien semble-t-il, épuisées, sauf qu'il y a une dynamique. Et par rapport à la question de la majorité absolue, il faut garder à l'esprit que on ne connaît pas le taux de probabilité, mais c'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure d'un trait de plume. Il y a une dynamique et encore une fois, il y a des frontières idéologiques qui sont en train de bouger. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes dans la question d'une confirmation ou pas de ce vote de premier tour en faveur du RN au second. La question, évidemment, du nombre de triangulaires sera quand même assez stratégique et déterminante. Oui, pour la majorité absolue, il y a 3 cas de figure, en fait. Soit ils ont vraiment la majorité absolue après le deuxième tour, soit ils n'ont pas la majorité absolue à une dizaine ou une vingtaine de sièges, et à ce moment-là, à mon avis, ils arriveront à draguer, si vous me permettez l'expression, quelques élus LR, vraisemblablement, peut-être d'autres d'ailleurs, pour former une majorité absolue. Ça, je pense que ça sera... Là où ça sera plus difficile pour eux, c'est que s'il leur manque 40 ou 50 sièges, là, pour eux, ça sera très difficile. Alors justement, on va parler Et pour la France aussi, d'ailleurs, parce qu'on sera dans une situation assez baroque. On va parler des LR qui ont d'ores et déjà rallié le Rassemblement national. C'est le cas d'Éric Ciotti. On va à Nice où on retrouve Stéphanie Despierres. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez suivi évidemment la soirée électorale d'Éric Ciotti. Est-ce que son pari de rejoindre le Rassemblement national a été gagnant ? Dans sa circonscription, sans aucun doute, Éric Ciotti est arrivé en tête avec 41% des voix. C'est presque 10 points de plus qu'au premier tour il y a 2 ans. Son alliance avec le RN a donc convaincu les électeurs. Au second tour, ce sera une triangulaire avec le candidat de la gauche arrivé deuxième. Il est à 26%. Et le candidat du camp présidentiel, Greg Monetti, troisième à 22%. Mais ce proche d'Éric Ciotti, le maire de Nice, va-t-il se maintenir ou se retirer ? Le dilemme n'est pas encore tranché. Dans les circonscriptions voisines des Alpes-Maritimes, les Républicains qui ont suivi Éric Ciotti dans son ralliement au Rassemblement national sont en tête. Sa protégée, Christelle Dintorni, députée sortante, est même réélue dès le premier tour. En revanche, les députés sortants restés fidèles à la ligne historique des Républicains sont qualifiés, mais en très grande difficulté face au Rassemblement national. Alors je vous le rappelle, Éric Ciotti, même s'il est très contesté, est toujours président du parti Les Républicains. Hier soir, il a appelé les Républicains à voter RN, à suivre le chemin d'espérance, dit-il, qu'il a ouvert. La victoire est en vue pour porter Jordan Bardella à Matignon, a lancé hier à ses militants, celui qui compte bien jouer un rôle de premier plan si le Rassemblement national arrive au pouvoir. Merci beaucoup Stéphanie, merci. Vous étiez à Nice sur les terres d'Éric Ciotti. Paris gagnant, Pierre Jacquemin, pour Éric Ciotti. Il y a clairement une affiliation, une communauté d'idées qui s'était fait sentir depuis longtemps quand même entre Éric Ciotti et Marine Le Pen. Paris réussi, oui, parce que Marine Le Pen arrive en tête et qu'elle fait des scores qui lui permettent de penser que dimanche prochain, elle peut avoir une majorité effectivement relative ou absolue à l'Assemblée nationale. Donc sans doute le pari est-il réussi. Il reste aux Républicains
Alors avec tous les déboires et les différents processus judiciaires en cours avec la famille des Républicains, parce qu'on ne sait plus très bien où habitent les Républicains, on ne sait plus très bien si les Républicains sont des Républicains justement. Ils ont d'ores et déjà annoncé hier, en tout cas pour la branche non ciotiste, qu'il n'y aurait pas de désistement républicain face à l'extrême droite. Donc on a le sentiment d'un parti à la dérive et finalement je me demande si effectivement c'est pas Éric Ciotti qui avait raison. Moi j'ai toujours pensé que la matrice idéologique des Républicains était plutôt du côté des macronistes. Force est de constater que s'il n'y a pas d'appel au désistement républicain, les LR pourraient être RN compatibles et demain former une coalition avec eux s'il manque des voix à Marine Le Pen. Donc sans doute Éric Ciotti aura-t-il franchi le pas que ceux qui vont être réélus dimanche pourront emprunter. On voit que M. Marlex, le président des députés LR à l'Assemblée nationale, est quand même en très grande difficulté dans cette élection. Et justement, avant de vous entendre, Yves et Olivier, on va retrouver Alex qui nous rejoint pour faire le point justement sur ce bloc LR et alliés, les deux lignes de LR. Alex, on va regarder les résultats des candidats LR, ceux qui se sont alliés au RN et ceux qui sont restés indépendants. Alors d'abord chez les Républicains alliés au Rassemblement national, on le rappelle, Éric Ciotti est qualifié pour le second tour avec plus de 41% des voix dans sa première circonscription des Alpes-Maritimes. Il participera à une triangulaire avec le candidat de la gauche, 26,6% des voix, et le candidat du camp présidentiel proche de Christian Estrosi, le maire de Nice, avec 22,8% des voix. À sa collègue des Alpes-Maritimes, Christelle Dintorni, partie elle aussi s'allier avec le Rassemblement national, elle est réélue dès le premier tour dans la 5e circonscription des Alpes-Maritimes avec un peu plus de 50% des voix. Et puis on peut citer également la maire Les Républicains de Montauban, Brigitte Barège, alliée au RN dans cette élection. Elle récolte près de 44% des voix au premier tour dans le Tarn-et-Garonne et elle affrontera au second tour la socialiste Valérie Rabault, ancienne vice-présidente de l'Assemblée. On parle des LR indépendants ? Et oui, chez les LR qui ont refusé de s'allier au Rassemblement national, on peut d'abord citer le résultat de Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il arrive en tête dans sa première circonscription de Haute-Loire avec 36,8% des voix et il sera dans une triangulaire au second tour avec le candidat RN qui a récolté 34% des voix et la candidate de gauche qui est à 18,6% des voix. Olivier Marlex, celui qui était le patron du groupe LR à l'Assemblée nationale, lui, il est nettement devancé dans la 2e circonscription d'Eure-et-Loire. Il est devancé par le candidat RN à 38,3% des voix. Olivier Marlex est à 26% des voix et la candidate de gauche est également qualifiée au second tour avec 26% des voix. Et puis il y a un député LR qui a été réélu dès le premier tour. Il s'agit de Philippe Juvin, député sortant des Hauts-de-Seine, réélu avec 52% des voix. Il faut préciser que dans ce département des Hauts-de-Seine, il y a un accord électoral entre les Républicains indépendants et le camp présidentiel. Et puis on finit par le résultat d'Aurélien Pradié qui lui a quitté les Républicains à 5 jours du scrutin. Il arrive nettement en tête dans sa circonscription du Lot avec 42% des voix devant la candidate de gauche 24% et la candidate du RN 23%. Merci Alex, à tout à l'heure. Yves, on parlait du pari gagnant d'Éric Ciotti. Finalement, les LR canal historique, ils ne s'en sortent pas si mal que ça. Alors, qu'est-ce que vous appelez LR canal historique? Ceux qui n'ont pas rallié Éric Ciotti. Qui n'ont pas franchi le Rubicon. Qui sont restés indépendants. Écoutez, on n'y comprend plus rien. Ils ne savent même pas eux-mêmes où ils habitent très précisément. Il y a plusieurs solutions. Là, ce que vient de nous dire Alex est très parlant, puisque vous avez des personnalités comme Juvin, qui ont fait alliance avec la majorité présidentielle. Vous avez des personnalités qui ont décidé de rester indépendantes, comme M. Wauquiez jusqu'à présent, je sais pas, ou M. Pradié. Et puis vous en avez d'autres, comme M. Ciotti et quelques-uns dans son département d'ailleurs, qui ont passé un pacte avec le Rassemblement national. Donc vous avez tous les cas de figure. 50 nuances de LR. Ce qui est la preuve de quoi? C'est que le parti LR n'existe plus. Ça, on le savait depuis longtemps, mais c'est la confirmation. Il n'existait plus, il n'a plus de colonne vertébrale, il n'a plus de chef, même si officiellement c'est encore Éric Ciotti qui le dirige. Ce qui est sûr, c'est que c'est la grande victime, je dirais, de l'ère Macron, d'une certaine façon, alors que le Parti socialiste, lui, s'est refait une santé ces derniers temps à la faveur de l'arrivée de Raphaël Glucksmann. Mais combien de temps ça va durer, ça je ne sais pas. Ouais, est-ce qu'il va être payant ce pari pour les LR de rester indépendants? Parce que finalement, à part Éric Ciotti et Christelle Dintorni, des députés sortants, personne ne s'est présenté sous l'étiquette LR-RN.
Oui, mais ce qui vient d'être dit doit être mémorisé. C'est-à-dire que électoralement, nous mesurons quand même à quel point, par exemple, l'électorat RN élargi et va par 21% de cadres, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années, alors que l'électorat LR ne cesse de se réduire aux plus âgés, aux plus fortunés. Donc, on voit bien d'ailleurs que le résultat de Laurent Wauquiez n'est quand même pas extraordinaire, alors qu'il a, lui, depuis très longtemps, voulu adopter cette stratégie idéologique de droitisation. Mais qui ne fonctionne pas bien, puisqu'il se retrouve avec un Rassemblement national à peu près à son niveau. Donc la stratégie idéologique de LR aujourd'hui n'est pas comprise. Elle est floue. Et ensuite, il y a des... Parce qu'il y a plusieurs lignes. Éric Ciotti, il a brouillé ça en plus. Éric Ciotti a voulu cliver. Mais si vous voulez, on saura le sort de LR une fois qu'on aura la stratégie des élus de ce parti après le second tour. Mais c'est un parti en très mauvais état quand même. Alors, on parle de stratégie. Hier, les Républicains, canal historique, ont choisi de ne pas donner de consigne de vote pour le second tour, Pierre. Oui, mais même là, je ne suis pas sûr que ce soit aussi clair que cela, parce que j'ai entendu aussi M. Copé annoncer que la position officielle des LR serait prise cet après-midi dans le cadre d'un bureau national. Donc je ne sais pas qui convoque le bureau national, si c'est le canal historique, si c'est M. Ciotti, si la ligne qui sera décidée cet après-midi en bureau national, ce sera la ligne officielle. Vous voyez, c'est assez incompréhensible. Il y a un communiqué hier soir des LR disant pas de consigne de vote. Communiqué des LR, canal historique, on verra ce que cet après-midi, le bureau national, si c'est canal historique, si c'est Ciotti qui a convoqué ce bureau et ce que diront les Républicains. Je trouve voilà, que tout ça est assez confus. Après, de toute façon, l'électorat des Républicains, vous pouvez lui dire de faire barrage ou de ne pas faire barrage, de moins en moins, il ne suit les consignes. Et aujourd'hui, les Français, de moins en moins, suivent les consignes. Après, on peut se dire que le score du Rassemblement national est à un tel niveau, c'est-à-dire c'est quasiment le même niveau que celui de Marine Le Pen de 2022 à l'élection présidentielle, que possiblement le reste de l'électorat ne veut pas d'une majorité absolue du Rassemblement national et que possiblement, justement, ces désistements de la gauche et des macronistes, pour ceux qui y participeront, joueront à la défaveur du Rassemblement national. Le rôle des Républicains, finalement, il va être assez symbolique. Il ne va pas peser énormément dans cette campagne d'entre-deux tours. Ils ne peuvent pas apporter un appoint ? Pas de majorité. Là aussi, vous voyez, on ne peut même pas dire, et Yves le disait tout à l'heure, sans doute, s'il manque un peu de députés pour faire une majorité absolue au Rassemblement national, sans doute dragueront-ils une certaine partie des députés LR. Ça va dépendre de quel type de député LR. Si c'est M. Juvin, il ne sera pas d'accord avec le Rassemblement national. Et inversement, possiblement, une partie de ces députés-là pourrait faire partie d'une future majorité qu'Emmanuel Macron a appelée de ses voeux des démocrates et républicains. Ils sont tellement divisé que sans doute s'il reste 20, 30, 40 députés LR, sans doute y compris au sein de cette même famille, il y aura des accords stratégiques importants. Oui, non, juste pour compléter cet état de fragmentation et ce trouble identitaire finalement des Républicains, c'est que dans les résultats d'hier donnés à 10%, vous avez les LR, mais vous avez aussi les 10 verts droite. C'est-à-dire vous avez toute une partie de ces candidats et quasiment la moitié de ces 10% qui se portent sur des 10 verts droite, pas explicitement sur des LR. Yves, tout à l'heure, vous disiez pas de ralliement, en tout cas pour le moment. Est-ce que ça peut changer à partir du 8 juillet, lendemain du second tour? Est-ce que les LR peuvent se tourner à ce moment-là vers le Rassemblement national? Hier, François-Xavier Bellamy, il n'était pas très clair quand on lui a demandé s'il pouvait rallier un gouvernement à Jordan Bardella. Oui, pas très clair. Ben si vous voulez, il y a certaines personnalités, parce que pardon de cette expression, mais il faut fonctionner au cas par cas. Là. Y a pas de... Si vous prenez quelqu'un comme Jean-François Copé, dont on connaît la ligne, lui, c'est clairement non. Jean-François Copé, pour lui, le Rassemblement national est plus qu'un adversaire, d'une certaine façon. Son discours est d'une clarté limpide. C'est vrai que si vous prenez François-Xavier Bellamy, on se dit qu'il y a une possibilité, si vous voulez, de rapprochement. Je pense que chez beaucoup, il y a probablement une possibilité de rapprochement. Je crois qu'il y a quand même c'est là où je reprends l'expression historique, et Jean-François Copé en fait partie.
il y a beaucoup de républicains, enfin il y a quelques républicains, ce qu'il en reste, qui ont le souci de garder leur identité et de se dire que justement il y a peut-être quelque chose à faire d'ici à 2027, d'ici aux prochaines législatives, d'ici à un avenir relativement proche, pour que les Républicains renaissent de leur centre. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, on est en train d'assister, on va voir, le deuxième tour n'a pas eu lieu encore, mais on est en train d'assister quand même au rétrécissement du bloc central. Ce qu'avait essayé de créer Emmanuel Macron est en train de se dissoudre, d'une certaine façon, dans la dissolution. Et Édouard Philippe ne peut pas le recréer pour vous? Pardon? Édouard Philippe ne peut pas le recréer pour vous? Alors, il y a Édouard Philippe, mais il y a d'autres prétendants qui peuvent et qui songent à recréer quelque chose, justement, sur ces fondations-là. On va voir, mais à mon avis, là l'histoire n'est pas écrite, pas du tout. On va continuer à regarder les résultats dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va aller à Montpellier où on retrouve Olivier Biscay. Bonjour Olivier, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, directeur de la rédaction du Midi Libre. Olivier, quels sont les grands enseignements des résultats en Occitanie ? Bon, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que le trio de tête en Occitanie est bien identique à celui de la France, avec un Rassemblement national plus fort que jamais sur l'ensemble des départements de l'Occitanie. On le savait depuis déjà de nombreuses années et ça se confirme évidemment avec un bloc de gauche qui talonne dans nombre de circonscriptions, suivi évidemment par la Macronie. La Macronie qui est en mauvaise posture dans le Languedoc parce que dans la plupart des circonscriptions, soit il est évacué du premier tour, soit il est troisième. C'est le cas à Montpellier où Patricia Mirallès, l'ancienne ministre, finit troisième derrière le Rassemblement national qui est en tête, suivi de l'Union de la gauche. C'est le cas aussi de Patrick Vignal que l'on connaît bien et qui est député depuis 12 ans, qui est troisième dans une circonscription où LRRN arrive en tête. Ces deux parlementaires hier soir avaient tout simplement décidé de ne pas nous répondre puisqu'ils considèrent que le désistement n'est pas tout à fait à l'ordre du jour. En tout cas, ils décideront ce matin s'ils se maintiennent ou s'ils se retirent de cette course au second tour. Sur les 58 circonscriptions en Occitanie, 27 triangulaires potentiel, 11 dans le Languedoc, et on a ce matin évidemment beaucoup d'attention sur les choix des uns et des autres dans notre région. Oui, c'est d'ailleurs la question, évidemment, se pose la question de l'entre-deux tours. C'est votre une, Olivier, vers quel front républicain? C'est la question que vous posez. Oui, parce qu'en effet, hier soir, il y avait toute une nuance de décision. Vous prenez la circonscription de Sébastien Rome, qui est un député LFI. Il est arrivé deuxième, le Front National est arrivé premier, et le troisième, c'est Jean-François Eliaou, qui est l'ancien député Renaissance, qui hier soir, après une visioconférence avec Édouard Philippe, vers 23h, a décidé de se maintenir. Donc il y aura bien une triangulaire là. Laurence Cristol, qui est troisième, arrivée dans une circonscription où elle était députée sortante, mais la première, c'est la socialiste. Là aussi, hier soir, il y avait encore des questionnements de se dire que finalement, c'est pas un Rassemblement national qui est en tête dans cette circonscription. Pourquoi se désister alors qu'elle pourrait peut-être, sur la base de réserve de voix, maintenir sa candidature et peut-être l'emporter. Donc on voit bien qu'il va y avoir tout au long de cette journée, vous le disiez tout à l'heure sur le plateau, des décisions différentes. Peut-être un point pour terminer, ce qui se passe à Béziers, c'est très intéressant. La députée sortante est Emmanuelle Ménard. Elle avait été élue brillamment il y a 2 ans. Depuis 2014, il n'y avait pas de candidat du Rassemblement national. C'est le cas depuis 3 semaines. Le Rassemblement national est arrivé en tête dans cette circonscription avec 41% des voix. Emmanuelle Ménard est deuxième. Et hier soir, autant vous dire que c'était la grimace pour Robert et Emmanuelle Ménard, qui est en très mauvaise posture et qui pourrait perdre son siège de député au soir du second tour. Merci Olivier, merci beaucoup. On regarde la une du Midi Libre. Vers quel front républicain? C'est la question que vous posez à la une de votre journal. Et on le voit avec Olivier, finalement, il y a les consignes nationales, mais sur le terrain, localement, c'est plus compliqué ces désistements. Oui, c'est certain que ces consignes, notamment d'Emmanuel Macron ou des amis d'Emmanuel Macron, on l'a vu, pourtant Édouard Philippe a été d'une clarté, même si la clarté ne va pas jusqu'à dire le front doit s'imposer
y compris avec la France Insoumise, ce qui les exclut du champ républicain. Mais la décision d'Édouard Philippe, c'était quand même d'appeler ces candidats à se retirer s'ils sont arrivés en 3e position et que leur maintien ferait gagner des circonscriptions à l'extrême droite. Donc voilà, vers quel front républicain se dirige-t-on? C'est la vraie bonne question qui va se jouer entre aujourd'hui et demain soir, l'heure de dépôt des candidatures. Mais une fois que le front a été décidé, sans doute on en parlera aussi, c'est pour quelle alternative? C'est quoi l'alternative à une majorité absolue au Rassemblement national? Ça veut dire quoi? C'est un accord de coalition entre la gauche et les macronistes? Est-ce qu'ils auront une majorité absolue eux aussi? C'est toute la question qui va se poser dimanche soir prochain. Et on va parler de la gauche justement, on va voir les résultats. Alex Poussard nous rejoint à nouveau pour faire le point justement sur ce bloc de gauche, cette nouvelle alliance, ce nouveau Front populaire. Alex, qu'en est-il des résultats de ces personnalités? Alors on va commencer par les socialistes avec l'ancien président de la République François Hollande qui est qualifié pour le second tour en Corrèze avec 37,6% des voix obtenues au premier tour et il participera à une triangulaire avec une candidate du Rassemblement national et un candidat Les Républicains. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, est réélu dès le premier tour dans la 11e circonscription de Seine-et-Marne avec 53,4% des suffrages. On peut également évoquer le résultat du député socialiste sortant Jérôme Guedj qui, souvenez-vous, avait refusé cette alliance du nouveau Front populaire avec la France insoumise. Et bien au premier tour, dans sa circonscription de l'Essonne, il récolte 34,4% des voix et il se retrouve dans une triangulaire face à une candidate de gauche et qui a 25,2% des voix et une candidate du Rassemblement national avec 20% des suffrages. Du côté des écologistes, Sandrine Rousseau est réélue dès le premier tour dans la 9e circonscription de Paris avec 52% des voix. Et puis, chez les communistes, c'est la douche froide, la mauvaise surprise, puisque le patron du Parti communiste français et ancien candidat à la présidentielle, Fabien Roussel, est battu dès le premier tour dans la 20e circonscription du Nord face au candidat du Rassemblement national, Guillaume Florquin, qui a obtenu un petit peu plus de 50% des suffrages. Qu'en est-il pour les Insoumis ? Eh bien, Mathilde Panot, qui présidait le groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, est réélu dès le premier tour dans le Val-de-Marne avec 59% des voix, tout comme le coordinateur du parti La France Insoumise, Manuel Bompard, réélu dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avec un score très élevé, 67,5% des voix. Qu'en est-il du résultat de François Ruffin dans la première circonscription de la Somme? Eh bien, avec près de 34% des voix, il arrive en 2e position derrière la candidate du Rassemblement national qui est à 40,7% des voix. Mais François Ruffin va bénéficier du désistement de la candidate du camp présidentiel qui a obtenu 22% des voix et qui appelle à battre le Rassemblement national. On peut également évoquer le résultat du jeune insoumis Louis Boyard qui, dans la 3e circonscription du Val-de-Marne, récolte près de 42% des voix, mais il devra remporter une triangulaire face au candidat du Rassemblement national et au candidat ensemble du parti présidentiel, Loïc Signor. Et puis enfin, on peut évoquer le député insoumis Alexis Corbière qui a été entre guillemets purgé du parti car jugé déloyal à Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, il fait la course en tête en Seine-Saint-Denis avec plus de 40% des voix devant la candidate insoumise investie par le nouveau Front populaire, Sabrina Ali Benali, avec 36,4% des voix. Merci Alex, merci beaucoup. Un mot peut-être sur Fabien Roussel, c'est la surprise de la soirée, une circonscription qui est communiste depuis des années. Est-ce que c'est la preuve que cet électorat ouvrier, cet électorat de gauche, cet électorat populaire, aujourd'hui, il se tourne vers le Rassemblement national? Oh, cette preuve, elle existe depuis longtemps, hein. Moi, je note effectivement, alors Fabien Roussel, mais il y a un enseignement, ce que vous venez de montrer est tout à fait intéressant. Si vous prenez la France insoumise qui essaye de récupérer le vote justement ouvrier, communiste, jadis communiste et tout comme Ruffin, ballottage. Vous prenez la France insoumise qui n'est pas sur ce combat-là, en tous les cas pas majoritairement. C'est-à-dire Mathilde Panot, c'est-à-dire Monsieur Bompard. Ils sont élus dès le premier tour. C'est-à-dire que le discours qu'ils tiennent, qui est un discours mélenchoniste, s'il en est, eh bien lui, finalement, porte plus, c'est comme ça que je l'interprète,
que le discours de M. Ruffin, qui veut être un discours plus social d'une certaine façon. Et donc ça, c'est très intéressant. Alors après, pour revenir sur M. Roussel, bah oui, je ne connais pas son adversaire, je ne sais pas si c'est un parachuté ou si c'est quelqu'un du cru, mais enfin, la gifle est sévère. Oui, j'entends le. Ça vous a fait réagir la ligne Mélenchon contre la ligne sociale. Ça me fait sourire parce que je l'entends et je la lis beaucoup depuis hier soir. Sauf que ce que vous oubliez de pointer, mon cher Yves, c'est le lieu d'élection de tous ceux que vous venez de citer, qui sont la ligne, le canal historique de Mélenchon. Les mélenchonistes pur jus, comme vous le dites, sont souvent dans les centres urbains, là où ils font leur meilleur score. La France insoumise, c'est Paris ou l'approche banlieue, Marseille ou les alentours. C'est le centre urbain. Et là où aujourd'hui des députés de la France insoumise sont mis en difficulté, c'est effectivement dans des endroits souvent dans des zones rurales ou dans des petites villes de France où la France insoumise est effectivement mise en difficulté. Et d'ailleurs, je pense que je veux pas jeter de polémique, mais je pense que la France insoumise, d'une manière générale, devra s'interroger sur la stratégie qui a été la sienne au premier tour. Quand j'ai vu les différents cadres de la France insoumise aller faire campagne pour Sabrina Ali Ben Ali, alors qu'il n'y avait pas de danger de l'extrême droite, mais juste pour empêcher Alexis Corbière d'être élu, ce qui n'a pas fonctionné, je me pose la question de pourquoi avoir mis autant de moyens à aller soutenir les petits camarades qui n'étaient pas en difficulté, pour ne pas aller soutenir justement ceux qui étaient en difficulté. Je pense à Caroline Fiat, je pense à François Ruffin. Qui est derrière le Rassemblement national, Caroline Fiat qui est derrière, bien sûr, ou Fabien Roussel. Il y a là quand même un problème dans la stratégie que je pense qui a été celle de la France insoumise. Mais attention aux différentes lectures de ces scrutins, parce que oui, la France insoumise a un socle électoral très important dans les grandes métropoles. On va demander à Olivier de trancher. Est-ce que la ligne Mélenchon est électoralement payante ? Moi, ce que je note, si vous voulez, sur les gauches, y compris la France insoumise, c'est depuis une vingtaine d'années le fait qu'elle se recroqueville sur un électorat très urbain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gauches sont incapables de continuer à, je dirais même, stabiliser leur électorat urbain, et ne parlons même pas du rural. Donc, par rapport à ce résultat qui pourrait être commenté sur le mode, c'est une réussite, moi je trouve que c'est une stabilisation des réussites urbaines, avec parfois d'ailleurs dans le sud des échecs, parce que Marseille, c'est quand même aujourd'hui une ville qui se dirige de plus en plus vers le Rassemblement national. Donc il n'y a pas là de capacité de la gauche à régénérer son électorat et à retrouver des marges. Lorsque l'on voit par exemple tout le long de la Garonne jusqu'à la Gironde, c'est le Rassemblement national qui a remplacé un électorat rural à la fois radical, socialiste, et les LFI qui avaient progressé dans la ruralité en 2012 voire 2017 régressent. Donc il y a du travail de ce point de vue, et je pense que ça va avec ce que vous disiez sur les stratégies de campagne aussi. Mais par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, on a Manuel Bompard qui est réélu dès le premier tour, on a Sébastien Delogu qui est réélu dès le premier tour, on a par exemple Pierre Daréville, le communiste, qui lui est en difficulté face au Rassemblement national. Oui, mais le LFI consolide. Lorsqu'on regarde la sociologie des votes, aujourd'hui, on est sur, alors certes, un électorat qui, sur le plan pécunier, reste défavorisé, mais qui est surdiplômé. Il y a désormais un électorat cadre qui est assez fort pour ce NFP, et encore une fois, sur les villes de plus de 200 000 habitants. Donc, si vous voulez, de ce point de vue, la stratégie LFI, mais au-delà, parce que finalement, c'était déjà une évolution, tout ce qui vient d'être dit, qui marquait le Parti socialiste des années 2000. Donc, on est là sur la moyenne durée, on voit bien qu'il y a une stabilisation, et je dirais même parfois une rétraction de cette capacité de la gauche à parler au-delà des grandes villes. Et je ne vais pas faire une analogie avec la Hongrie, mais qui résiste à Orbán en Hongrie, c'est Budapest. Et on regardait la carte, Paris et quelques grandes villes en France, aujourd'hui, c'est le NFP.
Et question qu'on posait tout à l'heure pour le Rassemblement national, est-ce que l'entre-deux tours va être compliqué pour le nouveau Front populaire qui est arrivé 3e dans plusieurs circonscriptions et qui, si la consigne nationale est respectée, va voir nombre de ses candidats se désister? Alors là, je suis pareil, il va falloir voir au cas par cas, parce qu'il y a cette consigne nationale qui est très claire, c'est vrai, qui a été donnée de façon très claire, mais est-ce qu'elle va être respectée? Il y aura sans doute des exceptions ici ou là, parce qu'il y a des inimitiés, parce qu'il y a des égos, parce que voilà, il y a des calculs qui sont faits et voilà. Là, on entre dans un cadre un peu irrationnel, si vous voulez. Il n'y a pas de règle, en fait. Hein. Si, il y a une règle qui est dictée, mais est-ce que cette règle va être respectée partout? Je n'en sais rien. Avec des différences qui ont été pointées hier dans le camp présidentiel. Ah oui, non, mais je parle à l'intérieur de la gauche, parce que vous pouvez avoir un troisième position, un LFI, un socialiste ou un écolo, Giste, qui va dire non, moi je respecte pas la consigne de Paris. Je parle même pas de la majorité présidentielle. Mais juste la majorité présidentielle qui a dit hier, pas une voile doit aller au RN, mais les désistements pour faire gagner un LFI, ça semble pas être à l'ordre du jour. Alors c'est pas à l'ordre du jour du tout chez monsieur Philippe. Là c'est très clair, il le dit, il l'a exprimé. Chez monsieur Attal, ça paraît assez clair. François Bayrou aussi l'a dit. Hein. François Bayrou l'a dit aussi. Chez Gabriel Attal, ça paraît plus clair quand même. Enfin, moi, j'ai compris que c'était comme ça. Il a parlé de candidats républicains. Oui, c'est ça. Il a dit candidats qui partagent nos valeurs républicaines. Alors là, il peut y avoir effectivement deux interprétations. Mais en tous les cas, il n'a pas fait l'exclusion d'Édouard Philippe. Non, il n'a pas dit LFI. Mais il a dit on se retirera pour les candidats qui partagent nos valeurs. Tout comme le président de la République, d'ailleurs. Visiblement, les proches conseillers, y compris d'anciens conseillers d'Emmanuel Macron, ont passé une nuit assez longue parce que je crois qu'ils ont étudié de près l'ensemble des circonscriptions où la nouvelle alliance, le nouveau Front populaire, était en situation de l'emporter face au Rassemblement national et où des candidats macronistes pourraient se désister, y compris si c'était des députés de la France insoumise. Je crois que dans le camp Macron, on n'exclut pas de soutenir des députés de la France insoumise si, sur le CV, ça va. C'est-à-dire s'ils considèrent que ces gens-là sont des gens républicains. C'est-à-dire Ruffin, François Bayrou, il dit moi Ruffin, je le soutiens. Mais pas que. Enfin, vous savez, on a passé la campagne à expliquer que le France insoumise était un parti antisémite. Donc effectivement, on a l'impression que tous ces gens-là sont des gens qui sont sortis du champ républicain. Mais sauf que vous faites le point sur qui sont les députés qui ont semé le trouble et qui ont eu des propos qui effectivement étaient des propos qui étaient hors cadre républicain parce que profondément antisémites ou en tout cas alimentant l'antisémitisme, ils sont très marginaux. Donc dans l'immense majorité des cas, sans doute la raison va l'emporter. Emmanuel Macron donnera pour consigne d'effectivement se désister. Donc je dis pas que tout ça sera très massif, mais il y aura sans doute une majorité... Quand Jean-Luc Mélenchon prend la parole hier, entouré de Manuel Bompard et de Rima Hassan, est-ce que c'était le meilleur plan pour pousser au désistement républicain, Pierre, en faveur de la France insoumise? Je ne sais pas. Je ne crois pas. En revanche, je trouve que la parole de Jean-Luc Mélenchon hier, qui a appelé très nettement, très clairement au désistement de ces candidats de la France insoumise, n'allait pas nécessairement de soi quand vous avez vu la campagne horrible à laquelle il a fait front pendant ces derniers mois. Il dit clairement, votez pour les candidats macronistes, votez pour les candidats de droite quand ils sont les mieux placés pour faire battre l'extrême droite. Je veux dire, on peut accuser tout et son contraire Jean-Luc Mélenchon. Mais quand il s'agit d'être au rendez-vous de l'histoire, en tout cas là on est à un rendez-vous de l'histoire, c'est-à-dire faire battre l'extrême droite, il dit les mots. Il dit les mots et il les a dit avec une grande clarté et je pense que c'est logique qu'on l'ait entendu hier soir. Après, sur la forme, évidemment, chacun jugera. Olivier, il a été au rendez-vous ? Oui, y compris donc LFI et Jean-Luc Mélenchon sont aujourd'hui plus clairs. L'ensemble, je dirais, de cette NFP est plus clair sur la question du front républicain que la majorité sortante et que, évidemment, LR. Voilà. C'est aussi, d'ailleurs, cela se voit depuis l'ère Sarkozy, cette affaire. Hein, la droite est restée claire sur le front républicain jusqu'à Jacques Chirac. Ensuite, ça a commencé à se brouiller. Sur la question des désistements et de ce qu'on verra se profiler mardi, je pense que, au-delà des éléments de personnalité, des égos locaux, il y a aussi la question des réserves de voix. C'est-à-dire que c'est ça qui est calculé. Si certains restent, c'est parce qu'ils pensent l'emporter, même s'ils arrivent en numéro 3 du fait des réserves de voix. Et ça peut expliquer certaines tactiques
qui dérogerait au désistement systématique. J'ajoute une toute petite chose, parce que effectivement, la parole d'Édouard Philippe était très attendue hier. Je pense que il pourrait un jour payer très cher la position qui est la sienne aujourd'hui. C'est-à-dire que se mettre à dos la formation principale de la gauche qui va arriver en tête, sans doute dimanche prochain, qui est la France Insoumise, n'est pas raisonnable. C'est quand même les voix de la gauche, et donc y compris de la France Insoumise, qui ont permis à 2 reprises l'élection d'Emmanuel Macron. Mettons qu'en 2027, scénario improbable mais possible, ou en tout cas c'est une hypothèse, il se retrouve face à Marine Le Pen au second tour, monsieur Édouard Philippe. Comment va-t-il dire aux gens de la France Insoumise qu'il a cornérisé qu'il faut voter pour lui pour faire battre l'extrême droite? Je veux dire, il a pris une responsabilité extrêmement importante qui pourrait lui coûter cher un jour. Là-dessus, et après on va parler de la réforme de l'assurance chômage. Oui, moi sur Jean-Luc Mélenchon, je vous trouve assez affirmatif. C'est quelqu'un de très madré, hein, Jean-Luc Mélenchon. Alors il a le propos, et puis à côté de lui, il a Rima Hassan, qui, il faut le dire, pour la plupart de l'électorat centriste et de droite, et c'est impossible. C'est impossible. Qui vient en plus, pas coiffé, mais habillé avec un kéfier. Non, mais il y a toute une symbolique. Il y a toute une symbolique. Ce qui, quand on est honnête intellectuellement, n'est pas très grave d'arriver avec un kéfier. Non, mais bon, ça... Non, mais soyons raisonnables dans ce que l'on... C'est signé, parce qu'on parle évidemment de la cause palestinienne et du Hamas. Mais dans le contexte actuel. C'est ça qui est intéressant. Et donc, tout est calculé chez Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, lui, de toute manière, je le répète, ces élections législatives, c'est pas son histoire. Il s'en moque complètement. Ce qu'il veut, c'est que le Rassemblement national, c'est ça le sous-texte en fait, arrive au pouvoir, et que ça soit le désordre. Et que, lui, il parie sur l'élection présidentielle. C'est son objectif, c'est son unique objectif. Et il va continuer dans ce sens-là. On va parler évidemment de la majorité présidentielle, du camp présidentiel en tout cas dans quelques instants. Mais d'abord, on va continuer à voir les résultats dans nos régions. On va à Rennes, où on retrouve Stéphane Beignet. Bonjour Stéphane, merci beaucoup d'être avec nous, directeur de l'information de TV Rennes. Stéphane, il y a eu une percée du Rassemblement national en Bretagne pour les européennes. Est-ce qu'il en a été de même hier pour cette législative ? Alors il y a eu évidemment encore pour le Rassemblement national un bon score dans une région Bretagne qui a voté à 73,4%. Poussée du Rassemblement national, mais résistance de la majorité présidentielle qui reste en tête avec 29,7%. Devant le nouveau Front populaire à 29,6%. Donc vous voyez, c'est très serré. Le Rassemblement national, lui, n'a enregistré que 27,7%. Donc oui, poussée du Rassemblement national, mais la terre bretonne, terre historique de gauche, qui a résisté vraiment assez largement. Vous avez d'autres résultats, Stéphane ? Oui, alors ce que l'on peut dire, c'est que si on regarde l'Ille-et-Vilaine, où on avait beaucoup d'attention, eh bien sur les 8 circonscriptions, 4 étaient purement rennaises, et là, on voit vraiment que la gauche s'est très largement imposée, avec même Mickaël Boulou qui a été réélu dès le premier tour dans la 8e circonscription. D'un point de vue départemental, il faut signaler que le Rassemblement national qualifie 7 de ses 8 candidats pour le second tour. Il y aura donc 7 triangulaires. Le parti de Marie Le Pen et Jordan Bardella sera donc dans ces triangulaires, avec quand même dans la 4e circonscription, celle de Redon, eh bien cette vraiment circonscription regardée vraiment avec attention, eh bien on voit que le nouveau Front populaire arrive en 2e position alors que c'était la députée sortante, et le RN a donc placé en tête un candidat avec simplement 136 voix d'avance. Et puis dans la 7e, eh bien c'est le député sortant, vraiment Thierry Benoît, qui est en route pour une 5e réélection, eh bien qui arrive largement en tête. Juste pour signaler que en Ille-et-Vilaine et en Bretagne, la question des désistements s'opère. Pour le Front de gauche, c'est clair, il faut se désister, et on l'a vu sur Fougères, où la candidate du nouveau Front populaire, la communiste Elsa Lafaye, s'est
tout de suite désisté en faveur de Thierry Benoît. À droite, c'est un petit peu plus compliqué. Deux candidates sont en seconde position sur Rennes, elles vont se maintenir, mais le cas le plus épineux, c'est Anne Patto sur Redon pour la majorité présidentielle, qui est 3e et qui, à présent, n'a toujours pas annoncé son désistement, alors que le candidat du Rassemblement national, lui, est en tête. Merci beaucoup Stéphane, merci d'avoir été avec nous pour nous parler de ces résultats de la région Bretagne. Un mot Yves sur ces résultats en Bretagne? Oui, c'est intéressant parce que la Bretagne qui était observée de près, où on disait que même la Bretagne était maintenant pénétrée par le Rassemblement national, ben là il y a un mouvement de résistance, semble-t-il, par rapport en tous les cas aux élections européennes. C'est pas du tout les mêmes élections, mais la Bretagne, qui est une terre chrétien-démocrate, elle a fait jouer sa sensibilité, et on voit que le Rassemblement national, en pourcentage de voix, arrive en 3e position derrière le Front populaire et la majorité présidentielle. On va voir les résultats du dernier bloc, c'est le bloc du camp présidentiel. Alex nous rejoint, et Alex, évidemment, beaucoup de ministres étaient candidats hier, 24 sur les 35 du gouvernement Attal. Oui, à commencer par le premier d'entre eux, Gabriel Attal, qui est arrivé en tête dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine avec 43,8% des voix, devant la candidate de gauche qui est à 35,5% des suffrages. Dans le Nord, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, devance le Rassemblement national d'une courte tête avec 36% des voix. Le candidat RN est à 34,3% des voix, et la candidate de gauche a gagné son ticket pour une triangulaire dans cette circonscription. Un bon résultat pour le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, dans la 9e circonscription des Hauts-de-Seine, 46% des voix au premier tour, devant la candidate de l'Union de la gauche qui a récolté 21,4% des suffrages. L'ancienne Première ministre Elisabeth Borne est-elle arrivée en 2e position dans sa circonscription du Calvados avec près de 29% des voix, derrière le Rassemblement national qui est à plus de 36% des suffrages, et Elisabeth Borne devrait bénéficier du désistement du candidat de la gauche, arrivé en 3e position avec 23% des voix. Et Alex, il y a des ministres en revanche qui sont en difficulté. Oui, notamment Stanislas Guerini, le ministre de la Transformation publique. Il est distancé à Paris dans la 3e circonscription. Il est arrivé en 2e position avec près de 34% des suffrages, derrière la candidate de gauche, Léa Balaj-Elmariki, qui a récolté plus de 46% des voix. Et puis la secrétaire d'État à la ville, Sabrina Agresti-Roubache, ne sera pas réélue dans la première circonscription des Bouches-du-Rhône. Elle est arrivée 3e avec plus de 23% des voix, et elle se désiste au profit de la gauche, de la candidate du Nouveau Front populaire, et qui a récolté près de 27% des suffrages, alors que le Rassemblement national dans cette circonscription fait la course en tête avec plus de 45% des suffrages. Et puis défaite également pour l'ancien ministre des Transports d'Emmanuel Macron, Clément Beaune, dans la 7e circonscription de Paris. Il a récolté près de 38% des voix, mais son adversaire, le premier adjoint socialiste à la maire de Paris, Emmanuel Grégoire, est élu dès le premier tour avec un peu plus de 50% des suffrages. Merci Alex, on vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse évidemment régionale. Est-ce que ces résultats, Olivier, ils montrent que les Français hier ont effacé le camp macroniste? C'est ce qu'a dit Marine Le Pen. Non, parce que 20% quand même des suffrages exprimés dans le contexte que nous connaissons avec ce rejet du président, finalement c'est un score, un résultat qui ne peut pas être commenté sur le mode l'effacement, l'effondrement. Bon, c'est une amélioration par rapport aux européennes du reste. Mais malgré tout, électoralement, le macronisme véritablement se rétracte un peu comme l'électorat LR sur les plus fortunés, les plus âgés. Ils sont en concurrence d'ailleurs auprès de cet électorat, et depuis un moment, et ça se creuse, pourrait-on dire, territorialement également. On a l'ouest intérieur, on a un peu autour de la zone frontalière près de la Suisse, et puis un peu de l'Alsace. Donc quand on compare les cartes du macronisme 2017 à aujourd'hui, il est clair qu'il y a un affaiblissement. Bon. Pierre. Oui, clairement. Enfin, hier, on ne peut pas ne pas parler de défaite électorale pour le camp macroniste. Ça s'est vérifié aux européennes, ça s'est vérifié quelques jours plus tard, en tout cas quelques semaines plus tard aux législatives. Je suis d'accord, il faut relativiser quand même aussi. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que le camp présidentiel allait profondément
chuté. Il progresse par rapport aux résultats des européennes. Sans doute, le regain de mobilisation a-t-il participé justement de cette mobilisation. Vous savez, on a tellement dit qu'il y avait deux extrêmes et que le camp présidentiel était le centre de la raison et le camp de la raison, que sans doute le regain de mobilisation qu'on a connu ces dernières heures a-t-il joué en la faveur d'Emmanuel Macron. On avait prédit il y a quelques semaines, les sondeurs nous disaient vous allez voir, il n'y aura pas tant de triangulaire que ça parce que le camp présidentiel ne sera pas en capacité de se maintenir au second tour. Bon, force est de constater que ça n'est pas le cas, donc sans doute le camp présidentiel a-t-il réussi dans la dernière ligne droite à remobiliser son électorat, à remobiliser en tout cas un électorat. Je ne sais pas si c'est son électorat, mais en tout cas un électorat qui a considéré que c'était le bloc de la raison. Reste à savoir, on va voir la semaine prochaine, si ce bloc de la raison sera raisonnable jusqu'au bout. Yves, et un mot peut-être Yves aussi, parce que là on est dans l'entre-deux tours où beaucoup de choses vont se jouer, hein. On le dit depuis une heure. Hier, Gabriel Attal a annoncé qu'il suspendait la réforme de l'assurance chômage. Est-ce que c'est un signal qui est envoyé à la gauche en vue d'une éventuelle coalition? Oui, peut-être. C'est un signal. Je ne sais pas s'il sera reçu d'ailleurs, parce que je pense que tout ça va passer un peu inaperçu. Effectivement, oui. Ça veut dire qu'ils ne sont pas quand même en position de force, hein. Non, ce qui est plus étonnant, c'est le discours de Gabriel Attal et du président de la République, enfin, les propos qui lui sont prêtés, en tous les cas, sur ces majorités de coalition qu'il pourrait faire bloc contre le Rassemblement national, qui paraît complètement surréaliste. Ils n'ont pas réussi à le faire depuis 2 ans, alors qu'ils avaient une majorité relative qui était quand même assez forte. Et je vois pas pourquoi maintenant, réduit à quelques dizaines de députés, probablement moins de 100, enfin bon, on va voir, ils vont réussir à bâtir une cathédrale pareille, quoi. Ça paraît complètement illusoire. Oui. Donc le rassemblement, le mouvement Ensemble n'est pas mort. Mais j'ai quand même tendance à dire que l'ère Macron est quand même passée, parce que j'ai l'impression que même ces anciens soutiens ou les figures de cette majorité, elles ont tourné la page et qu'elles entendent maintenant relever le gant par elles-mêmes. Olivier, c'est le macronisme qui est mort, c'est pas forcément l'existence d'un grand bloc central? Voilà, et d'ailleurs, il faudra regarder ce qui se passe à l'Assemblée, notamment avec ce qui reste de LR ou LR, puisqu'on voit bien la proximité éventuelle avec la stratégie d'Édouard Philippe pour un certain nombre d'élus. Voilà, mais ce bloc de centre-droit, parce que bloc central, c'est un bloc qui s'est quand même qui a dérivé vers la droite, il continue d'être présent et il sera représenté. Un dernier mot, Pierre? Oui, je trouve que ça n'est pas rien que Gabriel Attal ait souhaité réagir très rapidement et justement en suspendant la réforme de l'assurance chômage qui clive tellement. C'est-à-dire que l'ensemble des partenaires sociaux, en tout cas les syndicats, des formations politiques, étaient défavorables à cette réforme. Sans doute c'est une main tendue, sans doute on verra si un accord est possible entre le nouveau Front populaire et la Macronie. Ça semble un peu difficile, mais effectivement la gauche serait en position de force pour demander à Emmanuel Macron, à Gabriel Attal, d'abroger la réforme des retraites, d'abroger la loi asile-immigration. Tout ça, les abrogations, les reculs ne font pas une politique. Restera sans doute à la gauche et à la Macronie de se mettre d'accord autour de, 4-5 propositions importantes qui leur permettraient possiblement de gouverner ensemble. Ça paraît improbable, mais c'est en tout cas sans doute ce vers quoi on pourrait se diriger si l'Assemblée n'est pas dirigée ou n'a pas de majorité absolue qui se dégage avec le Rassemblement national. Merci beaucoup à tous les trois pour cette heure d'analyse, évidemment, de ce premier tour des législatives. Dans quelques secondes, notre grand débat politique avec les principales forces.